Extra donc, je vous rappelle les points qu'on a vus jusqu'à présent. On a une histoire qui commence par des haines fratricides et des haines un peu dans tous les sens, père, enfant, et qui débouche en apothéose maintenant grâce aux enfants de Yaakov, après des moult péripéties, après des risques de rechuter dans ce danger de la haine d'un frère vis-à-vis de l'autre, on finit par avoir une union sacrée. Ça, c'est le premier point. Et durant cette apothéose, Yaakov prend soin pas simplement de bénir ses enfants, il décide de leur dévoiler la fin des temps. Et on s'est posé la question tout à fait légitime, qui est la suivante: en quoi c'est important de venir nous dévoiler la fin des temps? Si finalement tu connais l'issue du feuilleton, l'issue du film, tu n'as plus besoin d'aller au cinéma. Si tu sais exactement comment les choses vont se dérouler, d'une certaine façon, tu te sens ôté de ton libre arbitre et a priori, on n'arrive pas très bien à comprendre quelle est la motivation de Yaakov. Ça, c'est le premier point. Maintenant, on a, à part ça, analysé toutes les difficultés de deux versets qui ont l'air de se répéter. On a deux noms, Israël et Yaakov, c'est Israël et Yaakov qui vont bénir. On a deux rassemblements, une union et un rassemblement des frères, mais finalement, tout ça pour parler exactement de la même chose. Et on a, à part ça, des répétitions de mots, écoutez. Donc, on sent ici qu'il y a une réalité qui est vécue selon deux dimensions au moins. C'est ça qui se trame ici. Maintenant, je vous rajoute un élément important qui est marqué dans le début de Rashi. Rashi, avant de pénétrer le sens des mots, il observe l'aspect extérieur de la paracha. Je m'explique, lorsque on écrit une paracha, lorsqu'elle est couchée sur un texte, elle n'est pas sur un texte, elle est sur un parchemin, c'est le fameux Sefer Torah, le rouleau de la Torah, qui se trouve d'ailleurs dans cette arche. Et lorsque nous écrivons, il existe des lois d'écriture, et parmi ces lois d'écriture, il y a ce qu'on appelle les alinéas, le return. Ça veut dire qu'il y a des morceaux qui font bloc, et ensuite, au bout d'un passage, boum, il y a ce qu'on appelle un samer ou un p. Ce sont les respirations du texte pour pouvoir bien assimiler le texte. Et là, d'après de nombreux rishonim, la paracha de Vayechi fait un seul bloc, il n'y a pas de respiration, il n'y a pas de pause. C'est une paracha qui ne souffre d'aucune espèce d'oxygène. Elle est stouma, elle est bouchée, dit Rashi. Et pourquoi elle est bouchée? Explique Rashi que cette obstruction, ce nœud en question, qui figure dans la calligraphie du texte, est révélateur d'un nœud qu'a vécu, d'une obstruction qu'a vécu Yaakov. Yaakov a eu un moment, et à ce moment-là précisément, il réunit ses enfants, dit le texte du Rashi, Bikesh les galotes et taketz. Il a désiré, il a voulu dévoiler Ketz, la fin des temps. Venistam imenu, et dit Rashi, explique au nom du Midrash, et ça lui a été obstrué. Akadosh Baruch Hu lui a rendu flou. Il avait au début une prophétie qui était claire sur la fin des temps, et Akadosh Baruch Hu lui a empêché de dévoiler cette prophétie, et donc il va se retrouver par rapport à ce texte. Et ce texte est très intéressant. Il est tout simplement une énumération, on verra dans le texte, de brachot, c'est-à-dire de bénédiction, mais surtout de recadrage des enfants. Je vous donne d'abord le premier recadrage, c'est l'enfant aîné qu'on va étudier. Le texte nous dit, lorsqu'il va réunir ses enfants, il va d'abord parler de l'aîné vers le cadet, et l'aîné dit la chose suivante, vous avez dans le texte, verset numéro 3, Reuven Bechori Ata. Reuven, tu es mon premier-né, Kochi Vereshit Oni, tu es mon orgueil et les prémices de ma vigueur, Yeter Sel Veyeter Oz, le premier en dignité et le premier en puissance. Donc l'aîné, c'est le chouchou, la puissance par excellence. Regardez la suite. Donc a priori, c'est de l'ordre du compliment. Et ensuite, Pachas Kamaim Altotar, impétueux comme l'eau, tu as perdu ta noblesse.
Qui alita mishkave avicha, car tu as attenté au lit paternel, ansrilalta yetsue ala, tu as flétri l'honneur de ma couche. A priori ici, alors qu'on s'attendrait peut-être à une bracha, on se retrouve maintenant avec ce qui peut s'appeler un recadrage très fort, un reproche, une tochacha. Et force est de se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé entre le projet initial et le projet final? Le projet initial était de dévoiler aux enfants comment va se dérouler la fin des temps. Ça, c'est ce que projetait Yaakov. Yaakov se voit obstrué par Hachem, et cette obstruction, cette stima en hébreu, c'est ce qu'on appelle un bouchon au niveau de la plomberie. Les stima, ou bien c'est aussi les caries, les stimotes. Ouais. On vient boucher les trous. Donc, il est bouché, Yaakov. Sa prophétie est amputée. Et pourquoi elle est amputée, on ne sait pas pourquoi. Mais une chose est sûre, ce vers quoi nous débouchons, c'est pour chacun des enfants. Alors, je ne vais pas donner tous les enfants parce que ça prendrait trop de place. Mais ce qui apparaît dans le texte, c'est que les enfants vont soit avoir une stigmatisation positive de leur trait de caractère, qui passe soit par une réalité qui est le plus puissante et le plus fort, première possibilité, soit en les comparant à un animal. Dan va être comparé à un serpent, mais pas au niveau négatif. Naphtali a une biche dans sa faculté d'être rapide. Et donc chacun va avoir une sorte de totem, une totémisation des avot, enfin des enfants, des shvatim, des tribus. Et certains vont récupérer beaucoup plus qu'une description de leur potentiel, ils vont récupérer une stigmatisation négative par rapport à leurs égards. Réhouven se fait allumer en beauté. Juste après, il y a Shimon et Lévi qui se font déchirer comme il faut. Et donc, on n'a pas du tout l'air d'assister à un testament où Yaakov va léguer à ses enfants toutes ses propriétés, toutes ses richesses. C'est plutôt un épisode extrêmement dur à vivre. En tout cas, pour certains des enfants, ils vont en prendre pour leur grade. Et donc, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est dans le projet initial de Bikesh, les galotes et Taketz, qu'est-ce qui se trame ici? Alors, rapidement, très rapidement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Ketz en hébreu veut dire la fin, l'extrémité. Et nous traduisons ça par l'extrémité du temps. L'Apocalypse, c'est-à-dire la fin du monde. La fin du monde. Mais le Ketz veut aussi dire le contour. Ça veut dire quoi le contour? Ça veut dire, lorsque tu circonscris quelque chose, il est circonscrit dans un certain périmètre. On peut lire la volonté de Yaakov comme étant une volonté de définir, de façon radicale, un périmètre. Un périmètre qui devrait amener ses enfants vers la fin des temps, et ça va lui être bouché. Il ne va récupérer que la faculté d'analyser l'enfant tel qu'il est. Et c'est le point le plus essentiel, c'est-à-dire que je voulais marquer dans le document avec le stabilo jaune, le monde nous est décrit dans le deuxième verset de la Torah comme étant un monde de tohu bohu. Le tohu bohu, ça veut dire le néant. Ça veut dire le monde le plus informe, le monde le plus mélangé, le monde sans ordre, le désordre par excellence, le chaos, le monde chaotique. Et la fin, c'est le début de la Genèse, et la fin de la Genèse finit par un monde d'un ordre absolument incroyable. Et cet ordre va être dévoilé d'abord par le fait que Yaakov va passer en revue chacun de ses enfants, et à chacun de ses enfants, il va lui dévoiler quelle est sa qualité principale et quelle est sa zone d'égarement principale. Donc c'est une sorte de scanner de ce qu'est chacun des chevettes, et pas simplement une description de chacun des individus. On va assister aussi à un positionnement. Vous savez que Yaakov va être enterré à ce moment-là, et au moment où il est enterré, il va ordonner à chacun de ses 12 enfants de se mettre autour du cercueil pour le porter, autour de la sépulture, et cette organisation des enfants va être exactement la même que l'on va retrouver plus tard dans le désert. Lorsque les enfants d'Israël vont marcher dans le désert, ils avaient un ordre
extrêmement précis. Et on va parler évidemment de cet ordre. Vous l'avez normalement dans le document. Ah non, je ne vous l'ai pas mis. Mais, ouais, non, mais c'est pas grave. On avait au nord, sud, est, ouest. Chacun avait une place spécifique, avec un nom spécifique, avec une mission spécifique et avec un fanion spécifique. Ça veut dire que tout se passe comme si Yaakov, bien qu'il ne puisse pas dévoiler la façon dont le monde va évoluer, quel va être finalement le point final, l'apothéose du monde, il est en train juste de définir le contour des ingrédients du monde. Et les ingrédients sont ces personnages qui vont chacun marquer de par leur qualité, de par leur évolution, pour venir marquer le paysage et créer cette génétique du peuple juif. C'est là que tout se trame. Donc, on a vu pour l'instant 3 points. Un moment de réunion, et c'est une double réunion qui est mise en place. On a parlé ici de ce double aspect. Pourquoi un double aspect? Parce que finalement, il n'y a pas simplement que la réunion de chacun des individus des Shvatim, c'est-à-dire des tribus, mais il y a avant tout une définition de chacun des personnes qui se présentent en fonction de ce qu'il est et de ce qu'il peut faire. Il y a ici un moment de coaching éternel qui est en train de se mettre en place ici. C'est la raison pour laquelle le texte est redondant. Réunissez-vous, c'est une présence physique. Et itasefou, c'est une présence physique, pardon. Ve itkabetsu, le kibbutz, c'est avec un lien entre nous parce que je sais ce que je suis, je connais ma place. Et je connais exactement ta place et d'aucune façon ma place ne pourra empiéter sur la tienne et vice-versa. Chacun, on va avoir une place tout à fait spécifique. Pour Issachar, ça va être l'homme de la Torah. Je l'ai pas marqué ici. Pour Zevulun, ça va être celui qui va être un grand businessman. Pour Dan, ça va être celui qui va être un juge. Pour Yehuda, ça va être celui qui s'occupe de la royauté. Pour Lévi, ça va être celui qui s'occupe de la prêtresse. Chacun va être défini de façon radicale par rapport à ce qu'il est et ce qu'on attend de lui en fonction de sa structure de construction. Ça, c'est ce qui se trame ici, le point absolument essentiel de Yaakov. Yaakov est en train d'assigner à chacun des enfants, non pas ce qu'il va le faire avec tout ce qu'il a comme capital, mais ce qu'il va faire par rapport à ce qu'il a en capital, et non pas ce qu'il va, quel va être le point final de tout ça. On te donne pour l'instant ta boîte à outils, on te dévoile ta boîte à outils, et c'est la raison pour laquelle ce qui paraît être une remise en place, un recadrage de l'enfant, est en fin de compte une véritable bracha. Parce que quoi de plus beau dans la vie de savoir exactement quelles sont les raisons de tel et tel talent et de telle et telle qualité qui se trouve en moi, et qu'est-ce que je peux faire avec ça. Nous passons notre vie à essayer de découvrir quelle est notre véritable mission, pourquoi Hachem nous a créés, et qu'est-ce qu'il attend de moi en fonction de la structure qu'il a faite en moi, avec mes qualités, mes défauts, mon intelligence, mes zones d'ombre et mes zones de lumière. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Si seulement il pouvait me dévoiler ce que je peux faire avec ça. C'est ce moment critique qui est en jeu ici. Chacun des enfants va savoir exactement ce qu'il peut faire. Une fois qu'ils ont réuni, ils ont mis en place ce shalom, cette union sacrée, à partir de maintenant, on peut commencer à bosser ensemble. Alors, on va essayer de voir un petit peu, parce que nous, le but, c'est pas simplement d'observer la construction des Shvatim, des tribus, c'est de comprendre que si chacun des enfants des tribus a une composante principale, avec cette composante, il a fait des choses merveilleuses. L'idée de travail qu'on va faire ensemble maintenant, c'est de voir dans quelle mesure nous avons cette même génétique à l'intérieur de nous, chacun avec sa spécificité. Et avec cette spécificité, qu'est-ce qu'on pourra mettre en place comme construction personnelle qui servira évidemment à la communauté. Ça, c'est donc l'enjeu essentiel. Alors, je vais marquer donc dans le grand temps le cadre rigide versus le tohu bohu. On a compris ici qu'il y a une évolution. Le monde a commencé à partir d'un tohu bohu, maintenant il débouche vers un ordre absolument incroyable. C'est un ordre de blonds, digne des blonds. Ouais, quand je vous dis que chacun avait sa place, l'enterrement va préfigurer le positionnement de 3 millions de juifs dans le désert. 3 millions de juifs dans le désert vont être positionnés, vous imaginez un peu quelle intendance,
Chacun sera sous un fanion, à une place spécifique, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Chacun de façon incroyable et avec des déplacements colossaux pendant 40 ans. Il n'y a pas une personne qui bougera. On est passé d'un monde de désordre à un monde de l'ordre. Et qui porte cet ordre? Ce sont ces hommes en question. Maintenant, vous savez que il y avait dans cette famille composée de 12 enfants, exactement plutôt 13, enfin il y aura en fin de compte 13 enfants, mais 12 Jvatim, 12 tribus. Il y a en fait 4 provenances. On a Léa d'un côté, Rachel de l'autre, et les 2 servantes respectives, Zilpa et Bila. Je vais faire un tableau ici juste pour voir un petit peu qui naît de qui. Léa va avoir donc 6 garçons, plus une fille Dina. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar et Zevulun. Les 6 sont à Léa. Rachel, on sait, c'est Yosef et Binyamin. Zilpa va avoir Gad et Asher, et enfin Bila va avoir Dan et Naphtali. Voilà un petit peu la décomposition maintenant. Cette décomposition des 12 enfants, affiliés chacun à leur mère respective, fait au bout du compte 12. Il y a 12 garçons ici, et vous remarquez vous remarquez ici que le 12 est un chiffre absolument essentiel. Dans la Torah, je m'explique, on a 2 systèmes au niveau des chiffres, au niveau des chiffres dans la Torah. On a ce qu'on appelle le système du 7, le chiffre 7, et le chiffre 7 qu'on retrouve un peu partout, dans le modulo des semaines, dans les 7 planètes qui donnent des influences dans le monde, dans les 7 notes de musique, dans les 7 sciences essentielles, dans les 7 branches de la Menorah. Le 7 est, d'une certaine façon, la perfection que l'homme peut mettre en place dans sa vie. Lorsqu'il prend des notes de musique qui existent, il peut en faire une mélodie absolument extraordinaire. Lorsqu'il observe la nature, il peut jaillir de cette observation 7 types de sciences. Ça, c'est la perfection du chiffre 7. Et nous avons une mitzvah, nous les juifs, de se connecter avec le chiffre 8, qui est le chiffre de la transcendance et le dépassement du 7. Ça, c'est le premier dispositif. Il y a un deuxième dispositif de perfection dans le monde qui est le chiffre 12. Le chiffre 12, vous le retrouvez dans les 12 mois de l'année, temps, dans les 12 chiffres, dans les 12 signes du zodiaque, dans les 12 heures d'une journée et les 12 heures de la nuit, dans l'observation de la figure géométrique qui représente la lecture la plus sophistiquée du monde. La lecture la plus sophistiquée du monde, c'est une lecture en 3G. Pas 4G, mais 3G. En 3D, pardon, pas 3G, 3D, excusez-moi. Le 3D, c'est quoi la 3 dimensions? C'est le cube. Le cube, si tu l'observes, il a en fait 12 arêtes. C'est-à-dire la représentation la plus fidèle du monde dans sa perfection, c'est le cube des 12 arêtes. Vous avez encore une fois un 12 lechem apanim, c'était les pains de propriation, donc ce lien avec le 12, c'est la perfection que Hachem a mis en place dans le monde. On avait en même temps aussi 12 pierres dans un éphod. Le chiffre 12 est le chiffre de la perfection qui est amené par Akadosh Baruch Hu. Maintenant, lorsqu'on dit qu'il y a 12 tribus, ça veut dire que c'est la génétique parfaite qui va permettre de pouvoir rédimer l'humanité. C'est ça qu'en fait qu'on entend dans le chiffre 12. J'avais... il y a un midrash qui dit que c'est par le mérite des 12 Jvatim que je pourrai tout créer. Le monde repose sur cette ossature en question, premier des points. Deuxième des points, je vous l'ai dit, ils étaient disposés, ces enfants, pour l'enterrement du père et au niveau des tribus, tous dans une disposition tout à fait spécifique, nord, sud, est, ouest. Maintenant, derrière ces 4 provenances, les Rachel, Zilpa et Bila, se trouvent en fait 3 moteurs essentiels. Je vous amène ici cette Mishnah qui est très connue, la deuxième Mishnah des Pirkei Avot qui dit Shimon HaTzadik Aya Mishir, qui faisait partie des derniers des gens de la grande assemblée. Ouaya Omer al Shoshet Verim Haolam Omed, le monde repose sur 3 piliers. Quels sont les 3 piliers du monde? Le texte nous dit à la Torah, à la Avoda, à la Gemelut Chasadim. Sur la Torah, sur la Avoda, c'est-à-dire le service, c'est-à-dire soit le principe de la prière, soit le principe des sacrifices. Et troisième dimension, c'est Gemelut Chasadim, la faculté à sustenter l'autre de chesed, de bien. Maintenant, ce mouvement ternaire, Torah, Avoda, Gemelut Chasadim,
on le retrouve avec toutes les sauces, mais avec exactement la même trame. On va expliquer quelle est la trame essentielle du 3. On sait qu'il existe 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Or, Abraham, vous vous rappelez, l'emblème d'Abraham, c'était le chesed. C'est-à-dire, c'est l'homme qui s'est déployé, qui s'est développé par le chesed. Il a observé le monde, il s'est rendu compte qu'Akadosh Baruch Hu donnait beaucoup plus que le monde a besoin. Il y a beaucoup plus de ressources, de richesses que le monde a besoin. Il y a juste un problème de redistribution. Il y a suffisamment de richesses dans le monde pour nourrir tous les individus. Les biafrais, tout ça, c'est des gens qui pourraient être largement sustentés par tout ce qui se passe en termes de richesse dans les pays du Nord. Et une des raisons pour laquelle, depuis au moins 50 ans, il existe des systèmes de redistribution et des dons au tiers-monde, c'est justement pour éviter ces clivages entre le Nord et le Sud. Mais Abraham a fait cette observation, il dit, mais c'est pas possible, Hachem donne beaucoup plus que ce qu'il faut. Hachem est dans le débordement, je vais aussi fonder ma vie sur un débordement. Chesed d'Abraham. Yitzhak, on a dit, c'est quoi? C'est, pardon, la rigueur. La rigueur sur soi-même, c'est la relation verticale. Si Abraham, c'est la relation horizontale, Yitzhak est beaucoup plus dans la relation verticale. On n'entend pas beaucoup d'actes de chesed de Yitzhak. Il y en a différence, certainement. Mais la Torah ne te relate absolument rien au niveau de la rigueur de Yitzhak, au niveau du chesed de Yitzhak. Ce qui nous intéresse, c'est son lien avec Hachem. C'est Yitzhak. Troisième volet, c'est Yaakov. Yaakov, c'est le limoud, la Torah, c'est-à-dire la vérité. C'est l'homme de l'équilibre. Il est une sorte de synthèse heureuse entre le monde de la relation horizontale et de la relation verticale. C'est le monde de l'équilibre. Maintenant, cette même Mishnah qui nous dit que le monde repose sur la Torah, sur la Avoda et sur les bienfaits, ça veut dire que ça repose sur Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il existe aussi une lecture, finalement, donc en fait c'est lecture en question, ça veut dire que fondamentalement, le trait de caractère d'Abraham, qui était son apanage essentiel, c'est un des piliers du monde. Le trait de Yitzhak, c'est un des piliers. Le trait de Yaakov, c'est un des piliers. Et bien, maintenant, c'est important de comprendre que les 4 femmes de Yaakov qui se regroupent en 3 types. Il y a Rachel d'un côté, Léa de l'autre, et surtout Zilpa et Bilha qui sont les 2 servantes. Et je ne les mets pas dans un même lot parce que c'est des servantes. Et je les mets dans un même lot parce que le Oznaïm, la Torah, qui est un commentateur magnifique sur Rashi, Rav Sorotskin, un maître du milieu du XXe siècle, un grand Dayan qui a fait un commentaire magistral sur Rashi, ce maître américain fait la remarque suivante que très souvent, lorsqu'on parle des enfants de Bilha et Zilpa, on te les mélange. Gad, Asher, Dan et Naphtali, on te les met des fois comme ça, des fois comme ça. Ça veut dire il y a une sorte de mélange des deux, c'est-à-dire que fondamentalement, il n'y a pas de différence entre ces garçons. C'était un petit peu un méli-mélo. Ils avaient les 4 exactement le même apanage. Alors quel est l'apanage de chacun? Léa est celle qui est associée à la puissance, à la rigueur. Léa ressemble à Yitzhak. C'est le monde de la Gvura. Pardon, Rachel, excusez-moi. Léa, quant à elle, est le monde de la bonté. On va expliquer chacune. Bilha et Zilpa est celle de la vérité et de l'équilibre. Ça veut dire, faites bien attention, que chacun des enfants des tribus est né avec une propension particulière. Quand tu t'appelles le fils de Rachel, forcément tu récupères de la part de ta maman cette propension à la puissance. C'est quoi la puissance? C'est la faculté à résister. On va voir d'ailleurs Yosef, qu'il est l'homme, d'abord sa mère Rachel, elle est capable de résister à la gloire de l'histoire. Elle avait au bout de sa main le mariage possible avec Yaakov, et même si le papa avait rusé pour essayer de feinter et mettre Léa à la place de Yaakov, Yaakov et Rachel s'étaient prémunis contre toute forme d'embrouille, puisque Rachel et Yaakov avaient un code secret. Elle a un code secret qui fait qu'a priori, Yaakov ne pourra pas tomber dans le panneau de se marier avec Léa. Mais contre toute attente, elle résiste à cette pression de se dire « je vais faire exploser l'affaire et je pourrai enfin me marier avec Yaakov ». Elle est capable de se surmonter pour laisser la place à l'autre. Faites attention, on parle de place ici. Rachel est là l'exemple même de la puissance. Cette puissance par rapport à laisser la place de l'autre, c'est-à-dire passer à côté de sa vie. Elle avait son amoureux, ils devaient se marier, ils devaient écrire quelque chose d'extraordinaire ensemble. Elle va être capable de renoncer à ça pour ne pas que sa sœur
et cette honte incroyable de se retrouver avec Yaakov qui la jette de toute sa force. Et donc elle est dans la maîtrise d'elle-même, c'est une puissance incroyable, Rachel. Cette puissance va trouver un lieu de cristallisation chez son fils, puisque Yosef est l'homme qui va réussir à résister à la plus grande dépression, c'est-à-dire ce que lui impose 1 an de drague de Madame Poutifar, qui était belle, qui était riche, qui avait tout pour plaire. Il va être capable d'être dans la résistance. Ça veut dire la puissance de la mère va trouver un lieu de réalisation chez son fils. La résistance à toute forme de force extérieure qui vient te noyer. Ça, c'est la puissance de Jacob. Maintenant, faites attention. Une personne qui a une puissance à l'intérieur de lui, quel est le risque? Le risque qu'il explose. Et c'est la raison pour laquelle, dans la lignée de Rachel, on aura des individus qui seront tous tentés par, au minimum, la colère, voire le meurtre. Ça, c'est ce que récupère dans son bagage Yosef. Et donc, grande est la tentation chez Yosef de mettre en place un système de vengeance par rapport à ses frères. Il est grandiose quand il ne va pas se vendre par rapport à ses frères. Donc, je répète, on récupère une énergie de Rachel, de ses parents, de sa lignée, et cette énergie doit tôt ou tard être canalisée dans le bon sens. Sinon, c'est l'explosion. D'ailleurs, regardez comment c'est intéressant. Si Yitzhak est celui qui ressemble à Rachel dans le mode de la puissance, il est la puissance par excellence, il est capable de se maîtriser, il va se faire ligoter par son père et a priori amener en sacrifice sans broncher, ça c'est l'apanage des gens forts, la rigueur, c'est le monde de l'introspection. Regardez ce que à terme donne le monde de la puissance chez le fils de Yitzhak. Il s'appelle Esav, il est la copie conforme de son père, mais lui il n'arrive pas à résister. Al-Harbe Khatirki, il vit avec son glaive, il déchique toutes les personnes qui sont sur son chemin, qui ne vont pas comme lui. Ça veut dire, le Esav est l'exagération du trait caractère majeur de son père. Dans le même ordre d'idées, Léa est l'individu par excellence qui est un petit peu comme Abraham, c'est-à-dire le monde du chesed. Et le monde du chesed, lui, ne peut pas envisager une quelconque atteinte à la personne qui est en face de moi. C'est la raison pour laquelle, lorsque d'un point de vue halachique, les enfants de Léa ont décrété la mort de Yosef, parce que halachiquement parlant, Yosef est en train de prendre la place du roi, il n'est pas roi, c'est Yehuda qui est roi. À ce moment-là, à la fois Réhouven, l'aîné effectif, et Yehuda, l'aîné au niveau de son caractère, vont s'interposer en disant Al tishpechudanu, on ne peut pas verser le sang. Ma betsa, quel intérêt à le tuer? Quelqu'un qui est basé dans sa vie sur le chesed, il ne peut pas envisager une quelconque destruction de l'autre. Et donc, ils auront une certaine facilité à résister au désir de tuer. La halakha, respecter la halakha de le tuer, oui, parce que c'est là, Hachem s'est associé dans ce beddin, mais être capable d'aller jusqu'au bout, c'est impossible. Donc, regardez un petit peu comment les choses se mettent en place. Pourquoi l'acte de Rachel il est vu comme de la Gvoura et pas comme du Chesed parce qu'elle a cédé sa place? Parce que sur elle-même c'est de la Gvoura, mais c'est par rapport à c'est pas un chesed, c'est pour protéger l'autre, c'est pas un don. C'est éviter que l'autre aille mal. C'est une nuance, c'est une bonne question. Donc maintenant, inversement, lorsque tu te développes dans la vie par rapport à un chemin de bonté, un chemin de don à l'autre, le risque est que tu te perdes dans ce don à l'autre, et c'est la raison pour laquelle la dérive au niveau sexuel est extrêmement présente chez les enfants de Léa. À partir du moment où tu es enclin à donner, tu risques de t'y perdre et de donner un petit peu trop de ce que tu veux, que tu peux et que tu dois. C'est un petit peu, si vous voulez, ce côté dégénérescence du chesed d'Abraham. Abraham est dans le monde du chesed. Il a un fils qui s'appelle Ishmaël, un fils qui est l'opposé de lui, c'est la rigueur, c'est Yitzhak. Il s'est construit dans un chemin différent de son père, et inversement, Ishmaël, lui, va pousser jusqu'au bout le monde du chesed, et c'est la raison pour laquelle, dans une phase de sa vie, avant qu'il fasse tuva, Ishmaël va sombrer dans le monde de la prostitution, la znout, le niouf. Ça, c'est ce qui se trame ici lorsqu'on a une non-canalisation de ce qu'on hérite de Léa, de Léa au niveau de la bonté. Et c'est la raison pour laquelle vous verrez dans l'histoire des enfants de Léa, au niveau des tribus, il y a toujours des histoires de mœurs.
que ce soit Yehuda qui va être vu, en tout cas, la Torah va signifier le fait qu'il va aller avec une prostituée, ça c'est Yehuda, fils de Léa. Deuxième chose, le descendant de Yehuda, il s'appelle David, et comme par hasard, David a des soucis, toujours dans le même dossier qui s'appelle le dossier de la relation avec la femme, la fameuse histoire avec Bathsheba, on n'a pas le droit de dire qu'il a fauté, mais en tout cas, son lieu de travail va se trouver exactement à ce niveau-là. Donc regardez un petit peu comment les choses sont imbriquées. Il existe exactement 3 dimensions essentielles chez un individu. Radessia va le dire de façon très forte. Tu peux prendre toute l'humanité entière, les 7 milliards d'individus, tu peux les catégorier dans 3 dimensions essentielles. Soit dans la vie, tu as une empathie naturelle depuis que tu es petit, tu as une facilité à donner, tiens, un descendant de Abraham. Soit dans la vie, tu es plutôt quelqu'un d'extrêmement rigoureux, à cheval sur les horaires, à cheval sur les principes, extrêmement exigeant de toi. Et le danger, on a compris que quand tu es exigeant de toi, tu peux être aussi extrêmement exigeant de l'autre. Ça, c'est la dimension de Yitzhak, la rigueur. Et tu as ce qu'on appelle dans la vie des gens qui sont tout simplement dans une recherche d'équilibre. Ma force, mon équilibre, la recherche de vérité, c'est la personne qui va être en permanence dans une tension qui s'appelle « Est-ce que je fais ce que je fais est bien, est louable ou pas ?» Il est en permanence en train de s'équilibrer par rapport à ce qui doit être. Ce sont 3 dimensions qui existent de façon majeure chez un individu. Rav Dessler explique que l'intelligence d'un individu, puisque a priori on doit côtoyer ces 3 dimensions, ou plutôt ces 3 dimensions doivent coexister à l'intérieur de nous. On attend d'un juif qu'il soit à la fois chesed, dans la bonté, il doit être en même temps dans la rigueur et en même temps dans l'équilibre. Comment on fait pour travailler, dit Rav Dessler? Il dit c'est très simple. D'abord, première étape, tu repères ta qualité majeure. Et ça, c'est assez simple. Il suffit d'interroger nos grands-parents, nos parents, nos frères, ils nous diront tout de suite. Toi, tu étais plutôt introverti, toi, tu étais plutôt expansif, ouais, et dépensif, d'accord aussi. Tu passes ton temps à être dans l'extérieur, pas pour la façade, mais parce que tu as envie de faire jaillir autour de toi toutes tes ressources. Ça, c'est la personne chesed, celui qui est dans la vérité, il est dans la vérité. Chaque individu peut facilement se connaître. À partir de là, l'enjeu n'est pas de faire de la spéléologie pour attraper les qualités que j'ai pas. Une personne qui est chesed ne doit pas lorgner vers la vérité. Il doit aller jusqu'au bout dans son chesed. Et lorsque tu vas jusqu'au bout dans ton chesed, dans ta bonté, alors petit à petit, si tu veux faire une bonté tip-top, tu vas à la fois développer à l'intérieur de toi une crainte de trop donner ou de pas assez donner. Ça veut dire, si tu vas jusqu'au bout dans ton moteur essentiel, ce même moteur va petit à petit faire jaillir des ramifications qui sont: est-ce que je suis tip-top dans ce que je fais au niveau chesed? Est-ce que je donne assez à qui de droit? Et donc petit à petit, je vais intégrer dans mon chesed à la fois la crainte et en même temps la vérité, un chesed vrai. De la même façon, une personne qui est dans la crainte, dans l'introspection, ça veut dire qu'il est en permanence en train de vérifier s'il est tip-top avec Hachem. Rapidement, il va se comprendre que dans la vie, il y a 2 types de mitzvot. Ta relation avec Hachem et ta relation avec les autres. Et tu ne peux pas faire l'un sans l'autre. Et donc, le travail de la crainte jusqu'au bout t'amène à t'ouvrir à l'autre. Donc, c'est intéressant. On ne fonctionne jamais dans la construction d'un individu par mimétisme ou par importation d'une qualité que je n'ai pas. On ne fait que gérer l'existant. L'existant, c'est ma qualité première. À partir de là, je vais essayer de grandir, de développer, de me déployer le plus possible. On a donc ici, si vous voulez, les 3 piliers essentiels de construction du peuple juif et duquel va tout découler. Il découle une place dans le désert qui va se trouver dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, et chacune de ces directions correspond, comme vous le savez, aux 4 éléments essentiels de la matière qui sont développés par Aristote, mais on savait depuis longtemps: le feu, le vent, l'eau et la poussière, qui sont les 4 éléments qui constituent la matière. Dans chaque matière, c'est ce qu'on appelle du feu, c'est l'énergie. Ouais. Tu as ce qu'on appelle du gaz, c'est le vent. Tu as ce qu'on appelle de l'eau, c'est la dimension aquatique. Enfin, c'est-à-dire, pas aquatique, c'est-à-dire, c'est l'aspect liquide de la matière.
Et tiens, enfin, la poussière, c'est l'aspect solide de la matière. Maintenant, chacun de ces éléments en question correspond à une dimension au niveau des traits de caractère. Le feu à l'intérieur de l'individu, à l'intérieur de la matière, c'est ça qui fait jaillir au niveau des dérapages, l'orgueil et la colère. C'est le feu de la colère et le feu de l'orgueil. Le vent, c'est tout ce qui est attrait aux paroles futiles et interdites. C'est en même temps le monde de la spiritualité. L'eau, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est le liquide, c'est ce qui n'a pas de forme. C'est lorsqu'un individu se laisse aller à tous les plaisirs illicites. Il est tout simplement en déliquescence de lui-même. Et dernière dimension, la poussière, le hafar, est liée à la tristesse, à la paresse et au désespoir. Voilà un petit peu, si vous voulez, ce que va donner chacune des orientations, et chacun des membres des tribus vont travailler dans un domaine particulier qui sera le sien. Ça, c'est ce qu'on appelle la place que la Torah réserve, et je vous donne toujours cette clé essentielle. Essaie de t'observer et de te dire, qu'est-ce que je suis plutôt? Chesed, plutôt ira, crainte, ou plutôt émet, vérité. Petite parenthèse, est associée de façon très forte à l'étude de la Torah et à la recherche de la vérité, une simcha, la joie. La joie, c'est ce qui se trame ici au niveau des enfants de Bila et de Zilpa, et le danger de la recherche de vérité et d'équilibre, c'est lorsque tu es tellement ancré dans un système de valeurs, quand tu crois tellement à un système de valeurs, tu pourrais substituer ce système de valeurs à ce qui s'appelle la dimension d'idolâtrie. Donc le danger qui va se trouver chez les enfants de Bila et de Zilpa, c'est la dérive au niveau idolâtre. Lorsque vous ouvrirez des pages du canon biblique et vous verrez toutes les incartades au niveau idolâtrie du peuple juif, sachez une chose, c'est que ça vient de Bila et de Zilpa, c'est-à-dire c'est une force de recherche de vérité qui va être mal cadrée et qui va déboucher sur une idolâtrie. C'est dans le territoire de Dan que va se trouver Micha, le Pessel de Micha, la fameuse statue de Micha. Ça veut dire, c'est là que ça se situe parce que c'est là où se situe la dérive. Donc on a ici, de façon assez incroyable, dans les mots de Yaakov, une façon d'expliquer à chacun des enfants ce qu'on attend de toi en fonction de ta structure personnelle héritée de tes parents. Et on hérite pas forcément des mêmes parents, les mêmes structures, mais en tout cas, on reconnaît la patte des enfants de Rachel, la patte des enfants de Yehuda, de Léa, et la patte des enfants des Shfarot. Ça, c'est le point essentiel. Puisque on a ce schéma clair, alors je vais juste faire une étude rapide, et je m'inspire ici donc pour ce cours, un livre qui s'appelle Shifté Israël, qui a été écrit par un Talmid Chacham contemporain, qui vient d'une yeshiva que je trouve fantastique, c'est pas yeshiva de Baltimore, aux States. Et cette yeshiva est tenue par, donc est très originale, parce que c'est une yeshiva hyper classique, et en même temps très moderne, puisqu'en fait la plupart des étudiants là-bas font en même temps une formation à l'université. Et il y a un grand rave que vous connaissez certainement ici, qu'on a fait connaître de plus en plus en France, qui s'appelle le rave Forman, qui sort de la même yeshiva, et qui a mené en même temps que sa yeshiva à Baltimore, il a mené en même temps un doctorat ou bien une maîtrise d'histoire de l'art. Ouais, donc c'est des hybrides assez incroyables aux States. Il n'y a qu'aux States qu'on voit ça d'ailleurs. C'est une orthodoxie qui est complètement décomplexée et dont ce serait tellement bien en France qu'on puisse s'inspirer de eux. Ouais, parce qu'en fait, finalement, ils ont un certain équilibre par rapport à ça. Bref, donc c'est une petite parenthèse, que je mettais. Mais en tout cas, je suis sûr, c'est que ce Rav a fait une étude magnifique, encyclopédique de chacun des tribus. Et tout ce que je vous ai dit ici provient de lui, donc de son étude. C'est pas lui qui a fait ça. Je vous ai mis du Rav Dessler, du Rav Tzadok HaKohen, donc tous les grands penseurs juifs, mais il a eu ce mérite de tout clarifier par rapport à ça. Alors, on va, si vous voulez, ensemble, rapidement, résoudre ce qui s'appelle le problème de l'aîné. C'est un problème très classique dans toutes les familles du monde. Je ne sais pas si vous avez vécu ça en tant qu'aîné ou en tant que cadet, mais il y a toujours dans toutes les familles un problème de place. Vous connaissez tous les fameuses choses que nous disons sur l'enfant du milieu, entre l'aîné et le cadet. Alors toutes ces notions de place ont été anticipées par Yaakov, et il nous a donné, si vous voulez, même la Torah nous a donné, si vous voulez, toutes les antidotes par rapport à ces problèmes, qui sont des problèmes humains que l'on retrouve dans toute l'humanité. Alors, première des choses, on va prendre donc le personnage de Réhouven. Réhouven, vous voyez dans le texte, il y a 2 versets. Réhouven Bechori'a, tu es le premier. Mon premier. Et lorsqu'on dit mon premier, le texte va étayer la chose. C'est-à-dire, Kori, ma puissance, Vereshit Oni, les prémices de ma vigueur. Le vrai aîné dans la Torah, c'est le premier enfant qui ouvre la matrice de la femme.
il est celui qui rend le papa et la maman papa. Mais, nous dit le texte, tout est lié à une question de pouvoir, de rapport de force. En tout cas, de force. Yaakov insiste sur le fait qu'il est la force par excellence, la puissance par excellence. Yeter se'et. Il a de la dignité en trop, il a de la puissance en trop. La haz, c'est la hazout aussi, c'est la faculté de défi. C'est l'individu qui récupère l'aîné, le plus gros des potentiels. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à travers la Bible et même à travers les siècles, je me suis rendu compte que c'est jamais l'aîné qui perce. Désolé s'il y a des aînés ici. Mais c'est très souvent le deuxième qui perce. Ouais, c'est souvent le deuxième qui perce. Vous voyez par exemple dans l'histoire biblique, je ne veux pas parler des familles, mais dans l'histoire biblique, eh ben, on se rend compte que dans le couple Caïn et Avel, le loser c'est Caïn. Ouais, le loser c'est Caïn, le premier. Dans Shem, Cham et Yefet, le loser c'est Cham. Et Shem, le numéro 2, ben, c'est lui dont on tient, on est des sémites, des Shem. Et vous voyez pareil dans chacun des couples. Vous avez le couple Ishmaël, l'aîné, le vrai aîné de Abraham et Yitzhak. Bon, ben, Ishmaël, ciao, hasta la vista. Ouais. Et vous avez la même chose chez Yaakov et Esav. Yaakov est le numéro 2. Et c'est la raison pour laquelle il va essayer de talonner, et Kev talonner son frère en permanence pour récupérer les prérogatives de l'aîné. Mais il n'est pas aîné. Et c'est plus réussi. C'est Yaakov flambeau de façon radicale. Et vous avez systématiquement à travers les siècles, c'est toujours le number 2. Aaron et Moshe. En fin de compte, Aaron, c'est l'aîné. Mais c'est Moshe qui crève l'écran. Ouais. Et systématiquement, le numéro 2 est toujours le numéro... Maintenant, a priori, le potentiel, il est chez l'aîné. C'est lui qui ouvre la matrice et c'est lui qui récupère toutes les énergies cosmiques du papa et de la maman. Il faut comprendre pourquoi, finalement, ça dérive. Réhouven, d'ailleurs, aussi. Réhouven nous dit, on a une marloquette entre le Yaakut Shimouni et le Onkelos. Onkelos va dire un truc incroyable. Tu avais tout pour réussir. Tu avais en toi 3 parties. Tu étais à la fois l'aîné, tu étais à la fois le Cohen et tu étais à la fois le roi. Réhouven aurait dû être les 3 personnages en même temps. Il va descendre de son niveau, et d'après l'oncle, il a tout perdu. D'après l'écoute Shimoni, il a perdu de façon partielle, mais finalement, c'est un modèle réduit. Et Réhouven, il va être condamné à être une majorette de lui-même. Ouais. Il aurait dû être une Rolls, il se retrouve une mini Cooper, comme mignonne, mais c'est pas suffisant. Ouais. Modèle réduit de lui-même, un Playmobil de lui-même. Ça, c'est ce qui se passe au niveau de Réhouven. Maintenant, attention, il n'est pas mis au banc de l'histoire, puisque le texte va me dire après l'incartade de Réhouven, c'est-à-dire quelle est l'incartade de Réhouven, on va expliquer pourquoi. Une fois que Rachel est morte en chemin, et que Rachel était la préférée de Yaakov, alors Réhouven s'est dit, maintenant, évidemment, mon père va aller avec Léa. Or, qu'est-ce que fait a priori Yaakov? Il va avec la servante, et elle réservé sa nuit avec la servante de Rachel. Et Réhouven voit ça, il dit, je comprends pas, c'est pas normal. De façon normale, il aurait dû aller avec Léa. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le lit, il l'a mis dans la tente de Léa. Le lit de son père, il l'a mis. Il a perturbé la couche. On va expliquer exactement pourquoi il a fait ça. Il a mis ça en place. Maintenant, ça c'est l'incartade essentielle qu'il a mise en place. C'est ce que lui dit son père sur son lit de mort. Tu as attenté au lit paternel. Tu as osé toucher mon lit, ma couche. Tu as flétri l'honneur de ma couche. Bref, il s'en prend plein la figure au moment de mourir. Mais c'est le point essentiel maintenant. Au niveau du plus de Réhouven, les commentateurs font la remarque suivante. Réhouven a été loué. Il a été loué parce que un jour, il était dans un champ, il a récupéré des mandragores, c'est-à-dire des plantes aphrodisiaques. Vayaveotam el Léaïmo, il était les amener à sa mère, Léa. Et le texte fait remarquer, Vaïmtsa, il les a trouvées, ces plantes. Et ça veut dire quoi, Vaïmtsa, à votre avis? Ça veut dire quoi, il les a trouvées? Il les a pas piquées. Quand tu fais une trouvaille, c'est que tu n'as pas piqué, c'est Efker, ça veut dire que ça appartient à personne. Et les commentateurs disent, ça c'est la grandeur des Réhouven, il n'est pas allé piquer des plantes aphrodisiaques. Quand on demande, en quoi c'est une grandeur? Première question. Deuxième question, ouais. Alors, on dit que par opposition à tous les autres frères de l'histoire, Caïn avait la haine de Evel, Esav avait la haine de Yaakov, Ishmaël avait la haine de Yitzhak. Lui, il surnage,
puisque lui avait Yosef au bout du fusil, et il ne l'a pas dégommé, il s'est opposé au meurtre de Yosef. Donc lui, il jaillit par rapport à ses frères, et c'est ça les deux grandeurs, si vous voulez, de Reuven, c'est qu'il n'a pas piqué des plantes, et deuxième chose, il n'a pas été actif pour tuer Yosef. Demande tous les commentateurs, mais en quoi ça s'appelle quelque chose de grand? J'aurais entendu quelque chose de beaucoup plus grandiose, des gens qui vont constituer le trône céleste, qui vont constituer l'ossature du peuple juif. Pourquoi c'est tellement grand? Et l'élément de réponse est le suivant. Vous savez que le Bechor, il reçoit double part dans l'héritage. Parce que vous avez, tant étant d'enfants, et par exemple 3 enfants, on divise l'héritage par 4, le Bechor en prend 3 parts, et les deux suivants prennent une part. C'est comme ça. Pourquoi la Torah a donné une double part au Bechor? C'est pourquoi? Parce que la Torah a voulu prémunir le Bechor du vol, justement. Il a tellement de puissance à l'intérieur de lui, il a tellement un feu qui l'anime au niveau de toute cette énergie qu'il a à l'intérieur de lui, qu'il a énormément du mal à se juguler, à se contenir. Le problème du Bechor, de l'aîné, c'est qu'en fait, il récupère tellement de masse à l'intérieur de lui, d'énergie à l'intérieur de lui, qu'il ne peut pas vivre dans les frontières qu'on lui impose. Et donc, de façon naturelle, le Bechor a l'impression, l'aîné a l'impression que tout lui revient de droit. Donc, pour prémunir contre ça, on calme le Bechor, on dit, t'inquiète pas, tu auras double part dans l'héritage. S'il y a 4 pavillons, il y en a 2 qui seront pour toi et 2 autres pour les autres. Ouais. C'est ça qui se trame. Ça veut dire, il y a une tension colossale. C'est quoi le vol? Le vol dans la vie, c'est faire rentrer dans mon cercle ce qui n'est pas dans mon cercle. C'est finalement élargir mon cercle. T'as un iPhone 7 que j'ai pas, tu sais quoi? Je le rentre dans mon cercle. C'est ça le principe du vol. Le vol provient, des fois d'une culture, mais ça c'est un autre problème. Mais le vol provient d'une volonté de trouver un monde plus large par rapport à son potentiel. Et donc la Torah va donner à l'aîné une double part pour calmer cela. Qu'est-ce qu'il y a de grandiose à ne pas voler et à ne pas tuer Yosef? L'élément de réponse est le suivant. À partir du moment où il a cette énergie colossale, alors d'une certaine façon, ne pas s'approprier des fruits ou des plantes aphrodisiaques qui se trouveraient chez le voisin, c'est quelque chose de grandiose, c'est Reuven. Oui, c'est quelque chose de grandiose parce que lui, il a une pression colossale qui s'appelle « le monde m'appartient ». Le monde, et d'ailleurs le premier enfant qui naît, a énormément de mal à accepter le deuxième enfant parce qu'il voit à quel point son enfant, son frère, sa sœur, elle accapare sa mère et très souvent il y a des dangers très forts qui guettent le petit nourrisson. Parce qu'il y a un enfant qui est présent, on donne toujours des conseils à l'enfant, aux parents, de ne pas cacher la chose, d'avenir d'un enfant. Pourquoi? Parce que finalement, il était seul au monde, il était la focalisation de tous les regards de ses parents, puis d'un coup, sa mère va être complètement occupée avec quelque chose d'autre. Cette énergie colossale qu'il récupère à sa naissance, il va devoir trouver un lieu de cristallisation. C'est ça que je vous ai marqué ici. Le prototype de l'aîné, c'est l'individu qui déborde. Et c'est la raison pour laquelle on verra dans l'histoire que Réhouven, alors, nous dit le texte, au moment où ils doivent rentrer en Israël, la tribu de Réhouven dit, tu sais quoi? Ou Miknera vaya livne Réhouven et livne Gad, Atsum Meod. Or, les enfants de Réhouven et ceux de Gad possédaient de nombreux troupeaux, très considérables. Lorsqu'ils virent le pays de Yazer et celui de Gilad, ils trouvèrent cette contrée avantageuse pour le bétail. Ils débordent tellement qu'ils n'envisagent pas de rentrer en Israël, ils veulent rester du côté de l'autre côté du Jourdain, c'est-à-dire la Syrie, ou les plaines de Moab, la Jordanie. Réhouven et la tribu de Gad se sont installés à la périphérie d'Israël, ils n'ont pas rentré en Israël parce qu'ils se sont dit, on n'aura pas assez de place. Il y a ici, dans ce choix de Réhouven, l'illustration du fait que l'individu déborde et il n'arrive pas à canaliser les choses. Le fait qu'il n'ait pas volé des mandragores, il est allé les chercher dans un endroit qui était permis, est révélateur, du fait qu'il n'a pas volé, deuxième chose, qu'il est capable de faire un effort colossal. Les mandragores, si on dit que ce sont des plantes aphrodisiaques, c'est justement pour provoquer l'union entre Yaakov et Léa. Et c'était quoi l'idée de provoquer cette union? Parce qu'il savait qu'il devait jaillir de cette union de nouveaux enfants. Ça veut dire, si jaillissent de nouveaux enfants, ça veut dire qu'il aura une part à l'héritage beaucoup plus petite. Dans des tout petits détails, la Torah est en train de te signifier que oui, Réhouven a réussi par ses actions, aussi petites soient-elles, à rentrer dans cette canalisation par rapport à son énergie. Je vous ai marqué ici en fin de document
à titre d'illustration tout à fait intéressante, on a donc, si vous voulez, en bilan des courses, on a ici le fait que tu récupères dans ta vie en fonction de tes parents. Alors, on ne sait plus qui est Reuven, qui est Shimon, qui est Lévi. Le lien avec ces Avot, avec ces Jvatim, a été totalement coupé. Nous ne sommes plus que juifs aujourd'hui. Et à part les Kohanim qui essaient de s'affilier au Lévi, enfin la tribu de Lévi, mais aujourd'hui on n'arrive pas à distinguer tu sais quoi. Mais tu as un test possible à faire. Le test que je vous ai dit par rapport à Rav Bezer, c'est-à-dire tu es soit Avraham, soit Yitzhak, soit Yaakov. Il n'y a pas soit Rachel, soit Léa, soit Zilpa. Ouais, on retrouve en permanence cette même structure. Et donc, à toi de définir exactement là où tu te situes. Par rapport à là où tu te situes, il y a forcément un risque. Si tu es chesed, c'est l'empathie risque de dériver vers une forme de sexualité débridée. La rigueur risque de dériver vers une façon de nier l'autre. Dans la colère que tu auras par rapport à l'autre, dans ta faculté de ne pas accepter le rythme de l'autre, et aussi dans ta volonté de détruire l'autre par une haine dévorante. Si tu es en fin de compte dans l'équilibre, cet équilibre peut trouver un lieu de réalisation dans un système étranger à la Torah aussi. Les gens équilibrés ne sont pas forcément des gens qui vont se rapprocher de la Torah, ils peuvent trouver un équilibre ailleurs. Et donc, chacun des traits de caractère, tu découvres ton trait de caractère et tu vas essayer de voir comment tu peux le déployer. Une fois que tu le déploies, ce qui est intéressant, c'est que on attend de toi que ce qui est à ta portée. J'ai marqué en fin de document une halakha d'après Rabbi Yossi à Gelili qui se trouve dans la Mishnah de Bikurim, je crois chapitre 1, la Mishnah numéro 4, si la mémoire est bonne. C'est qu'il y a une mitzvah qui s'appelle les Bikurim. Les Bikurim, c'est la mitzvah qui, lorsque tu as un lopin de terre en Israël, et que tu as parmi ces fruits qui font partie des 7 espèces, ouais, la figue, la date, ainsi de suite, alors, le premier fruit qui jaillit dans ton champ, qui éclot dans ton champ, tu es censé l'apporter à Yerushalayim. Tu habites à Netanya, tu as un arbre fruitier, à l'époque du temple, on repérait le premier bourgeon qui nous permettait de déterminer quel serait le premier fruit. Et ce premier fruit, il était censé être amené dans chacun des arbres, à Yerushalayim, pour venir remercier le bon Dieu. Maintenant, cette mitzvah est une mitzvah donc qui était pratiquée donc en Israël. Et qui est une mitzvah pas évidente à faire. Ouais. La traduction de cette mitzvah, c'est comme si vous faites 8, 10 ans, 10 ans d'études. Et au bout de 10 ans d'études, tu mets ta plaque, avocat, expert comptable, médecin, je sais pas quoi, ouais. Et le premier chiffre d'affaires, tu le consacres à Hachem. Pour un agriculteur, le premier fruit, c'est ça. C'est ta première paye. C'est pas évident. La première paye qu'on a dans la vie, on a envie de la claquer. Ouais, c'est le fruit de 20 ans d'études, parce que quand je dis bac plus, je sais pas combien, il y a 15 ans avant le bac. Ouais, donc bac moins 15, plus bac plus 10, ça fait 25 ans d'études. 25 ans d'études, tu as envie de te la kiffer avec ton premier salaire. Ouais. Être capable de le consacrer au bon Dieu, c'est extrêmement complexe. Maintenant, c'est un truc incroyable, un détail incroyable. Rabbi Yossi dit dans la Mishnah de Bikurim, En mevim bikurim mi ezer yarden. Il n'y a pas une mitzvah d'amener des bikurim de l'autre côté du Jourdain. C'est quoi l'autre côté du Jourdain? C'est le territoire de Réhouven. Du territoire de Réhouven, on n'amène pas des bikurim. Chez Anna Eretz Zavatra la Vache, alors il y a une justification qui est marquée dans la Mishnah, parce que ce n'est pas vraiment Eretz Zavatra la Vache. Il y a un très très grand maître de la Chassidoute qui s'appelle le Me'ashiluach. C'est le maître du Kotzker Rebbe, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire du mont Chassid. C'est certainement le penseur le plus brillant que le judaïsme ait donné depuis le XVIIe siècle. Ouais, depuis le Baal Shem Tov, même avant le Baal Shem Tov, c'est peut-être le penseur le plus brillant, le plus puissant. Le Me'ashiluach fait une lecture tout à fait inédite du texte. Il dit, je ne sais pas pourquoi on n'amène pas du territoire de Réhouven. Ce n'est pas des raisons techniques. C'est que Réhouven est l'individu qui est impétueux. Celui qui est impétueux a énormément de mal à laisser de la place à l'autre. Il a énormément de mal à ne pas écraser l'autre. Il est par définition dans un mouvement de débordement, en tout cas en tant qu'aîné. Réhouven a réussi à juguler un petit peu ce côté débordement de force, mais ce n'est pas donné à toute la tribu de Réhouven. Et étant donné que ce n'est pas donné à tous les individus, il faudrait qu'ils tendent vers ça. De eux, on n'attend pas de participer à la mitzvah de Bikurim qui demande
d'être extrêmement patient. C'est quoi la patience? Tu as bêché une terre, tu as tracé un sillon, tu as placé des graines, tu les as arrosées, tu as encore bêché, tu as prié que le bon Dieu envoie le soleil, qu'il envoie l'eau, et tu as assisté à la croissance des figues. Et quand tu as assisté, tu les as protégées des chenilles, tu as fait un travail colossal. Ça demande une attente incroyable. Arrive ton premier salaire, ta première figue. C'est a priori impossible pour un enfant de Réhouven de ne pas la croquer d'un coup. Et donc de eux, au niveau à l'Afrique, on n'attend pas ça. Ça veut dire ce qui est extraordinaire, c'est cette lucidité que la Torah porte sur le travail sur soi. On a une première lucidité à savoir quel est mon moteur essentiel. Chesed, bonté, ira, crainte, troisième volet, ma faculté de vérité, mon équilibre, qui est lié à la simcha. Une fois que j'ai déterminé ça, je vais essayer de me déployer au maximum, mais je sais pertinemment que j'aurai une marge qui sera peut-être pas à ma portée, et c'est pas grave. Je ne dois pas, sous prétexte de non-perfection, démolir mes ambitions de construction et surtout arrêter ma dynamique. C'est ça qui est marqué ici au niveau de ce qui s'appelle trouver sa place. On pointe du doigt, et je finirai là-dessus, le problème essentiel de notre génération. Pas simplement au niveau des cellules familiales, mais au niveau de la définition de l'identité d'un individu. Aujourd'hui, les hommes ne savent pas avoir une étude masculine. Les femmes ont beaucoup de difficultés à exprimer leur féminité, si ce n'est soit dans une dérive, soit dans une castration. Et ceci est valable aussi bien masculin que féminin. Il y a un chamboulement absolument colossal aujourd'hui qui est révélateur d'un problème essentiel qui s'appelle la faculté à trouver ta place. On a ici une clé essentielle. À nous de mettre en place le travail nécessaire, mais en tout cas, les éléments de lucidité sont mis en place. Non seulement les éléments de lucidité, mais aussi on a borné le travail à mettre en place. On l'a focalisé, on l'a borné en disant voilà, ça tu peux pas, c'est un petit peu ça le génie de la prise de conscience. Regardez un petit peu à quel point cette famille qui est faite de personnes tellement différentes, avec des métiers tellement différents, avec des atavismes tellement différents, est une famille qui va constituer l'ossature parfaite, la mitashlema du peuple juif, et c'est à partir de là qu'on va construire toute l'histoire, la suite. Donc, Yaakov Bikesh, les Galatakas, il voulait te dire qu'est-ce qui sera en le dernier épisode du feuilleton. Il t'a pas dit ça, ça lui a été bloqué. Parce que s'il te l'a dit, alors il y a des raisons pour ça. Pourquoi il t'a dit? Parce que s'il te le dit finalement, tu vas perdre ton libre arbitre. Vous imaginez un petit peu si dès que tu nais à l'âge de 3-4 ans, tu dis voilà, toi, tu vas être médecin dans telle et telle ville, tu vas te marier avec telle personne. Mais qu'est-ce qu'il te reste à faire? Qu'est-ce qu'il te reste à faire? À te livrer en aveugle à une route qui est déjà tracée, même pas un destin, mais une route qui est déjà tracée. C'est terrible. Hein, donc ça, c'est impossible à gérer. En revanche, te signifier, te spécifier ton talent, ta capacité, ta dimension majeure, ça c'est ce que va lui donner. Donc le Bikesh, les galotes, t'inquiète, si vous voulez dévoiler l'extrémité, il va finir par ne dévoiler que les contours. C'est ça qui se trame ici. Et c'est à partir de ces contours que va jaillir le peuple juif. Et nous pouvons nous inspirer maintenant et nous pouvons aborder maintenant le livre de Shemot avec ce passage du désordre à l'ordre. Je vous souhaite une très belle semaine. Vous êtes à chaque.